L'histoire commence avec un caïd maléfique qui s'assoit pour une réunion avec ses associés, leur rappelant qu'ils sont dans le secteur de l'intérim depuis plus de 15 ans. On peut déjà voir que c'est un homme qui a très peu de considération pour les autres êtres humains, car il a des hommes servants de chaises sur lesquels ses associés s'assoient, et il utilise même la main de l'un d'eux comme cendrier. Ce jour marque une occasion importante pour leur opération louche, alors ils décident de célébrer. Un verre de vin est versé par un garçon avec des lunettes, puis passé à un testeur pour qu'il goûte d'abord et confirme qu'il n'y a pas de poison avant que le caïd ne le boive. Le testeur prend une gorgée et donne le feu vert, disant que la boisson est propre. Sur ce, le caïd se sert un verre et prend une gorgée, mais presque immédiatement après cette unique gorgée, il commence à s'effondrer, montrant clairement que la boisson était en fait empoisonnée. Les autres attrapent immédiatement le testeur, supposant que c'est lui qui est derrière tout cela, mais c'était en réalité l'œuvre du garçon qui a versé la boisson en premier lieu, Hikaru Jiro. Cela réglé, Jiro reprend ses vêtements normaux et rentre chez lui, mais en chemin, il aperçoit une belle fille blonde embrassant un homme dans sa voiture. Jiro est tellement captivé à les regarder qu'il marche droit dans un mur. Plus tard dans la nuit, après que Jiro est rentré chez lui, il s'installe avec de la glace tandis que sa petite sœur Akari lui demande comment il a réussi à faire passer le poison sans que le testeur ne le détecte. Jiro explique qu'il n'a fait qu'accumuler lentement une immunité chez le testeur au fil du temps. Il a passé 3 mois à ajouter discrètement de petites doses de poison à la nourriture du testeur jusqu'à ce que son corps soit capable de supporter une dose létale. Akari entend cela et dit que cela a dû demander un énorme effort. Et Jiro admet que c'était certainement le cas. Personne ne s'attendrait à ce que quelqu'un fasse des efforts aussi ridicules, et c'est exactement pour cela qu'ils peuvent rester dans le métier de tueur à gages. Cela mis à part, Akari demande à Jiro s'il a pensé à se marier, et Jiro manque de s'étouffer avec sa glace à la question. Jiro est honnêtement convaincu qu'il a très peu d'espoir de se marier un jour, surtout parce qu'il entre à peine en contact avec des femmes dans ce métier. Il se souvient que leur grand-mère veut que l'un d'eux prenne la relève en tant que nouveau chef du clan du poison, et quand il lui a dit qu'il ne le pouvait pas parce qu'il était célibataire, elle a immédiatement arrangé les choses avec une parfaite inconnue d'une branche de la famille et a failli le pousser à se marier sur le champ. Jiro sait que cela signifie que s'il reste célibataire, la lignée des maîtres du poison s'arrêtera avec lui. Akari le reconnaît, ajoutant que ce n'est pas comme si elle pouvait vraiment imaginer des filles courir après lui. Quoi qu'il en soit, Jiro sort alors son téléphone et voit un message du maître des insectes, alors il part manger un morceau avec lui. Il bavarde un moment, et Jiro évoque comment il prévoit de passer le reste de sa vie en tant comme célibataire. Mais c'est alors que le maître des insectes mentionne qu'il pense en fait à se marier bientôt avec une fille douce et tranquille qu'il a rencontrée il n'y a pas si longtemps. Jiro trouve cela vraiment surprenant car il a toujours supposé que le maître des insectes finirait par vieillir seul. Cela mis à part, le maître des insectes prend soin de rappeler à Jiro que le fait qu'il se marie ne change pas le fait qu'ils restent de bons amis. Sur ce, le maître des insectes active ses pattes d'insecte et commence à partir. Mais Jiro le rappelle à la dernière seconde et lui dit qu'il a toujours considéré le mariage comme quelque chose de négatif. Mais après l'avoir entendu en parler ce soir, il commence à penser que ce n'est peut-être pas si mal. Après tout. Le lendemain, Jiro se rend à un nouveau contrat, et en chemin, l'homme qui l'a engagé se met à parler des filles qui travaillent dans son bureau. Mais Jiro ignore simplement la remarque et lui dit de garder les yeux sur ce qu'ils sont venus faire. Cela mis à part, son homme présente à Jiro le prochain criminel sur la liste à éliminer. Une femme nommée Mai, une arnaqueuse au mariage au cœur froid qui a causé beaucoup de problèmes. Il demande à Jiro de s'occuper d'elle. Jiro ne perd pas de temps et lui injecte un sérum, lui disant qu'elle va subir une grave paralysie nerveuse qui remontera vers le cerveau. Il lui dit que dans quelques secondes, elle va souffrir atrocement, se sentant comme déchirée de l'intérieur, mais plutôt que d'être effrayée par cela, mais se met simplement à flirter avec Jiro. Jiro ne tombe pas dans le piège et pense que ce n'est rien de plus qu'une tentative désespérée de se sauver. Mais admet qu'elle a escroqué des gens, mais explique qu'elle l'a surtout fait pour payer les traitements de son jeune frère, qui est très malade. Elle dit qu'elle a saisi toutes les opportunités qu'elle a pu trouver et qu'elle a accepté des emplois dont elle ne pourrait jamais parler à personne. Mais même cela n'a jamais suffi. Elle crache un peu de sang alors que le poison commence à agir et ajoute que si elle doit mourir avec quelqu'un qui ressemble exactement à l'homme qu'elle aime qui veille sur elle, alors elle suppose que cela lui suffit. Elle regarde Jiro droit dans les yeux et lui demande au moins de lui dire son nom avant que ce soit fini. Jiro sent une légère chaleur lui monter au visage alors qu'il le lui dit doucement. Pendant ce temps, l'homme regarde Jiro travailler à travers un écran, et les filles autour commencent à se demander pourquoi il met autant de temps, se demandant s'il est vraiment aussi bon que les gens le disent. Mais l'homme leur dit simplement de se détendre parce qu'il vient de la famille Jiro, l'un des noms les plus anciens et les plus respectés dans le métier de l'assassinat, donc il ne doute pas qu'il fera le travail. De retour avec Jiro, il se demande sincèrement si Mai a vraiment des sentiments réels pour lui. Mais c'est alors qu'Akari l'appelle soudainement et lui dit qu'elle retourne à la maison principale parce qu'elle a décidé d'aider à produire le prochain héritier de la famille Jiro et le nouveau maître du poison. Un membre de la branche familiale cherche également un partenaire, alors elle a décidé de simplement l'épouser. Jiro l'interrompt et lui dit qu'elle n'a pas à aller aussi loin,
Mais Akari lui rappelle que leur grand-mère est tout à fait sérieuse au sujet d'un héritier et a même dit que si Akari refuse, elle lui enlèvera sa liberté et forcera la chose. Donc Akari préfère faire les choses à sa manière et selon ses propres conditions. Jero demande ce qu'il adviendra de sa petite amie, et Akari dit simplement qu'elle va devoir rompre avec elle. Jero lui dit d'attendre et de ne rien faire pour l'instant. Il retourne vers Mai et lui demande de l'épouser. Il explique que pour devenir le chef du clan du poison, il doit être marié, et puisqu'elle a au moins des sentiments pour lui, il veut que ce soit elle. Il mentionne également qu'il pourrait en plus aider pour la maladie de son frère. Mais lève les yeux vers lui avec une expression radieuse qui fait brièvement sourire Jero. Mais son visage devient complètement froid alors qu'elle lui dit qu'il n'y a absolument aucune chance qu'elle accepte cela. Elle explique qu'elle savait de toute façon qu'elle allait mourir. Alors elle voulait juste tenter une dernière chose pour le plaisir. Et maintenant elle peut partir en paix. Elle lui dit ensuite que les autres tombent amoureux et se marient parce qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mais dans son cas, il ne sera jamais un bon parti pour quelqu'un. Il pourrait finir à tout moment sans y penser à deux fois. Elle lui dit que s'il veut un jour être un bon parti pour quelqu'un, il doit commencer par être honnête sur ce qu'il ressent vraiment, parce qu'un mariage construit uniquement pour l'héritage ne durera jamais. Jero entend cela et s'ouvre enfin. Il lui dit que même s'il est censé être un assassin sans pitié, il veut quand même une vie tranquille avec quelqu'un qu'il aime. Il veut quelqu'un qu'il aimera pour ce qu'il est et qui se souciera vraiment de ses sentiments. Mais il croit que cela n'arrivera jamais parce qu'il n'est jamais allé dans une école normale et n'a jamais eu la chance de rencontrer des filles. Il a vécu toute sa vie en tant que maître du poison, et on lui a appris à n'ouvrir son cœur à personne. Mais se met à rire en entendant cela parce qu'il vient de partager ses sentiments avec elle alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Elle lui dit que ce n'est pas aussi difficile qu'il le pense. Tout ce qu'il a à faire, c'est rencontrer différentes sortes de personnes, et tôt ou tard, il trouvera la bonne. Puis elle lui dit de finir le travail. En disant cela, elle se met à pleurer, réalisant que les factures médicales de son petit frère ne seront jamais payées maintenant. Soudainement, le responsable arrive avec son groupe et dit à Jero d'arrêter de perdre du temps et de tuer Mai tout de suite. Mais Jero refuse. Il dit qu'il ne va pas la tuer parce qu'il a besoin d'elle. Il croit que Mai doit être habile à rassembler les gens si elle a été choisie pour se marier dans leur groupe. Alors il veut l'engager pour cela. Il promet qu'il fera tout son possible pour la garder en vie, elle et son petit frère, et en échange, il veut qu'elle l'aide à trouver quelqu'un à épouser. Mais est surprise et un peu excitée en entendant cela parce que personne ne lui a jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Mais soudainement une balle passe devant son visage. Le responsable dit qu'il est déçu par Jero, et maintenant il n'a d'autre choix que de le tuer. Il ajoute que tuer l'héritier du maître du poison les propulsera au sommet de leur domaine. Jero dit que le responsable et son groupe ruinent la vie des gens en volant des emplois aux gens ordinaires, puis en les faisant chanter avec ce qu'ils trouvent. Jero explique qu'il ne tue que les méchants sans culpabilité, donc cela signifie qu'ils sont tous qualifiés. Jero s'injecte alors l'un de ses sérums, et cela affecte son corps immédiatement. Ses yeux deviennent verts, et il met un masque à gaz. Le responsable et son groupe se mettent à tirer sur lui sans retenue, mais quand les balles s'arrêtent, Jero et Mai ont tous deux disparu. Le responsable lève les yeux et les voit au plafond, mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. L'instant d'après, tous ces hommes sont au sol, faibles et incapables de se lever, parce que Jero les a empoisonnés. Mais est choquée de voir à quel point Jero est vraiment compétent, car elle pensait qu'il ne faisait que parler avant. Jero lui dit qu'il n'a utilisé que son poison des 300 tourments de l'enfer, donc ils ne mourront pas, mais la douleur et la peur devraient suffire à les empêcher de refaire ce genre de travail. Après cela, Jero appelle Akari et lui dit de ne pas rompre avec sa petite amie parce qu'il va se marier et prendre la relève en tant que nouveau chef du clan du poison. Akari est heureuse d'entendre cela. À ce moment-là, le responsable tente de s'échapper. Cependant, il court droit vers un miroir sans teint et se coince. Jero lui lance alors une aiguille empoisonnée dans le dos, lui donnant le même effet que les autres et l'empêchant de s'enfuir. Après cela, il quitte le bâtiment et se prépare à entrer dans un taxi. Mais ne peut toujours pas bouger car elle est dans le fauteuil, alors elle demande à Jero de la porter. Jero commence à paniquer immédiatement parce qu'il n'a jamais touché une fille en dehors du travail. Mais lui dit de se détendre, puis révèle qu'elle est en fait un garçon. Cela choque Jero et le laisse sans voix. Ils vont dans un hôtel où Jero confirme que Mai est vraiment un garçon. Il demande pourquoi. Mai porte des vêtements de femme. Mais explique qu'il s'habille en femme quand il trompe les hommes et en homme quand il trompe les femmes. Il dit que c'est plus amusant de jouer sur les deux tableaux. Mais promet alors à Jero que lorsqu'il aura fini de l'aider, il sera capable d'attirer à la fois les hommes et les femmes. Mais dit à Jero qu'il l'a déjà inscrit à un événement de rencontre et lui demande de remplir ses coordonnées. Le lendemain, ils assistent à l'événement et remarquent qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pour remédier à cela, Mai s'habille en femme et attire l'attention de nombreux hommes, ce qui réduit le nombre de rivaux que Jero doit gérer. Jero apprend que les premières impressions comptent beaucoup. Alors Mai décide qu'ils doivent trouver son charme naturel et le faire ressortir. Quand Jero parle à sa première fille, il lui dit immédiatement qu'il gagne des millions de dollars chaque année. Cela la fait perdre tout intérêt et elle le rejette. Quand il raconte à Mai ce qui s'est passé,
mais n'est pas surpris. Il explique que mettre l'argent en avant ne le fait paraître qu'arrogant. Mais dit à Géraud de sourire plus la prochaine fois. Quand Géraud essaie cela avec un autre groupe de filles, son sourire semble forcé et inconfortable, et elles le rejettent toutes. À la fin de la journée, Géraud devient frustré parce que tout s'est passé bien pire qu'il ne l'avait prévu. Mais montre alors à Géraud une application de rencontre à laquelle il l'a inscrit et lui dit qu'il a déjà un rendez-vous. Plus tard pendant le rendez-vous, Géraud a du mal à manger parce qu'il a été formé en tant que maître du poison à ne jamais manger de nourriture qu'il n'a pas préparée lui-même. Au moment où il rassemble enfin le courage de prendre une bouchée, sa date est déjà partie. Après tout cela, il décide de s'arrêter pour la journée et de réessayer demain. Alors que Mai se tourne pour rentrer chez lui, une Jeep passe soudainement, et quelqu'un le tire à l'intérieur avant de s'éloigner rapidement. Géraud voit cela et court après la voiture, mais il ne peut pas rattraper. À l'intérieur de la voiture, l'homme demande à Mai ce qu'il a fait à son frère aîné, le responsable de tout à l'heure, et pourquoi il a soudainement quitté les services de nettoyage familiaux. Mai dit qu'il n'en sait rien, mais l'homme ne le croit pas. Il tire une bille de plomb de sa bouche sur Mai, qui touche son visage et lui cause de la douleur. Mais continue de nier tout savoir. L'homme se prépare à tirer à nouveau. À ce moment-là, le conducteur voit Géraud debout au milieu de la route. Il décide de ne pas s'arrêter et essaie de l'écraser. Juste avant que la voiture ne le percute, Géraud saute par-dessus et la frappe avec un poison thermique spécial. L'attaque est assez puissante pour fendre la voiture en mouvement en deux parties. Géraud poursuit la voiture brisée et la rattrape. Alors que le côté de la voiture de Mai commence à tomber d'un pont, Géraud le rejoint juste à temps et le tire en sécurité tandis que les autres tombent dans l'eau en contrebas. Alors qu'il tient Mai, Géraud lui rend le téléphone que Mai avait laissé tomber plus tôt et le remercie pour cette journée. Il dit que grâce à Mai, il a pu rencontrer beaucoup de filles en une seule journée. Il admet qu'il n'est pas bon à cela, mais il veut quand même l'aide de Mai. Mai réalise que Géraud n'a même pas obtenu un seul contact de l'événement. Alors il demande le numéro de Géraud. Mai devient le premier véritable ami de Géraud, même s'il doute qu'il en fera beaucoup d'autres. Alors qu'ils marchent ensemble, Mai regarde Géraud et se sent attiré par lui. À ce moment-là, il comprend que c'est là le véritable charme de Géraud. Le lendemain, Mai montre un dépliant à Géraud et lui dit de la retrouver le lendemain après-midi à la galerie d'art Avocado Océanique. Géraud n'a absolument aucune idée de ce qu'une galerie d'art sur un bateau de croisière peut avoir à voir avec l'aide à trouver son charme. Mais Mai lui dit simplement de faire confiance au processus et de suivre le mouvement. Puis, le lendemain, Mai retrouve Géraud à l'entrée du bateau de croisière, et Géraud est sincèrement stupéfait par la beauté de son apparence. Peu après, tous deux entrent dans la galerie d'art, et Géraud est immédiatement déconcerté par la beauté à couper le souffle du paysage intérieur, bien qu'il ne parvienne toujours pas à comprendre pourquoi Mai l'a amené ici de tous les endroits possibles. Mais explique alors que ce jour va servir de répétition pour ce à quoi un premier rendez-vous devrait réellement ressembler et se ressentir, elle jouant le rôle de sa date. Elle souligne que même si Géraud parvenait d'une manière ou d'une autre à obtenir le numéro d'une fille et à organiser un vrai rendez-vous, sa façon de se comporter actuellement rendrait tout cela terrible. Alors elle pense qu'il est bien préférable d'y aller après s'être entraîné et préparé correctement. Leur faux rendez-vous commence, et Mai déduit des points à Géraud chaque fois qu'il se montre trop rigide ou trop maladroit dans son comportement. Mais ensuite, après un petit moment à se promener, Géraud s'arrête net quand il aperçoit un kit de bonbons DI de 40 ans exposé, évalué à plus de 30 millions de yens. Quelque chose à propos de ce kit fait que Géraud parle naturellement et avec une vraie personnalité, et il finit par avoir une conversation étonnamment charmante avec Mai sur le kit de bonbons sans même faire d'effort. Mai est suffisamment impressionnée pour lui attribuer 30 points bonus sur le champ, et pour la première fois, elle ressent un réel espoir quant à ce dont il pourrait être capable. Un peu plus tard, Mai attire l'attention de Géraud sur un homme étrange assis par terre à proximité, gigotant tout seul, et elle demande à Géraud ce qu'il pense de lui. Le premier instinct de Géraud est que l'homme doit être soit sans abri, soit souffrir de problèmes de santé mentale. Mais alors, un groupe de touristes aperçoit soudain l'homme et se rue immédiatement autour de lui avec excitation. Mais explique que cet homme n'est autre que Monsieur Shiratori, l'un des jeunes peintres les plus célèbres et reconnus de tout le pays. Elle l'utilise comme exemple vivant pour montrer à Géraud que les gens sont généralement attirés par les autres en raison de leurs talents et dons uniques. Monsieur Shiratori peut avoir une apparence et un comportement qui semblent complètement bizarres à un étranger. Mais ses fans ne le voudraient pas autrement, car il les a complètement conquis par son extraordinaire capacité. Géraud en prend note mais lui dit qu'il ne pense pas avoir quelque chose de tel pour lui. Mais lui dit qu'il a tort à ce sujet. Elle évoque ce qui s'est passé avec le gardien, où il a vidé une pièce entière d'hommes dangereux et l'a fait sortir de là tout seul. Elle lui dit qu'elle ne doute absolument pas qu'une telle chose fasse véritablement partie de son charme. Cela dit, elle lui dit d'oublier les applications de rencontres et les soirées de rencontres, car elle croit que la meilleure façon pour lui de trouver une partenaire est d'aider les gens. Elle suggère des choses comme sauver des otages, protéger des personnes importantes, et laisser les filles le remarquer pendant qu'il fait du bon travail. Géraud est surpris par cette idée, car il est un maître du poison et son travail habituel est d'assassiner des gens. Cependant,
mais explique qu'il n'y a aucune règle qui dit qu'il ne peut pas aussi aider les autres. Entendre cela amène Jiro à y réfléchir sérieusement. Plus tard dans la nuit, les gardes remarquent qu'une œuvre d'art de valeur a disparu. Ils supposent rapidement que Himekawa est responsable. Les gardes informent le pilote du navire, et ils commencent à chercher d'éventuels bateaux à proximité qui auraient pu quitter le bateau de croisière. Quand ils ne trouvent rien, ils concluent que Himekawa doit encore être à bord. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Himekawa est déjà bien en dessous du niveau de la mer, se déplaçant vers la terre ferme avec son requin, Shamsky. Elle arrive près du rivage et voit ses coéquipiers lui faire signe. Alors elle croit s'être échappée sainement et sauve. Soudain, un tourbillon se forme et aspire ses coéquipiers, la surprenant. Et puis, une personne en costume blanc saute vers elle. Au même moment, Jiro et Mai sont à un buffet. Jiro réfléchit maintenant sérieusement à l'idée de sauver des gens. Alors il demande à Mai où il peut trouver ce genre d'emploi. Mai lui montre un site web appelé Darknav, où différentes sortes de travaux sont répertoriés, y compris la capture de criminels et l'arrêt de contrebandiers. Elle est surprise que Jiro n'en ait jamais entendu parler avant, et Jiro explique qu'il obtient généralement son travail par l'intermédiaire de courtiers. Jiro passe du temps à parcourir le site jusqu'à ce qu'il trouve une mission de sauvetage impliquant Himekawa. Le rapport dit qu'elle a été capturée par des bandits qui exigent le retour d'œuvres d'art saisies par les forces de l'ordre en échange de sa libération. Himekawa est connue de beaucoup comme une voleuse célèbre, mais la vérité est différente. Des collectionneurs riches et cruels volent souvent des œuvres d'art à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et Himekawa rend secrètement ces pièces volées à leurs propriétaires légitimes. À cause de cela, elle a des partisans fidèles. Un fan club qui lui est dédié est celui qui a engagé Jiro pour la sauver. Mais n'est pas du tout surprise que Jiro soit le seul à s'être présenté pour le travail, car il n'y aurait pas beaucoup de gens prêts à entreprendre quelque chose d'aussi risqué pour si peu d'argent. Bien qu'elle pense que cela pourrait en fait jouer en leur faveur, car avec pratiquement pas de concurrence, cela donne à Jiro l'occasion parfaite de se montrer et d'être son chevalier en armure brillante. Jiro se présente comme l'un des maîtres du poison, et les hommes qui l'ont engagé sont visiblement stupéfaits de se trouver en présence d'un véritable maître du poison. Pendant ce temps, le kidnappeur se penche vers Himekawa et la nargue, lui disant qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi belle qu'elle auparavant et lui demandant de changer de camp pour le rejoindre. Mais Himekawa refuse catégoriquement, lui disant qu'elle ne vole que pour des causes auxquelles elle croit sincèrement, et que sa mission est de rendre chaque œuvre d'art qu'il a volée aux personnes à qui elle revient légitimement. L'un des tableaux qu'il a pris appartenait à une petite fille dont la mère était décédée, et Himekawa avait fait à cette petite fille une promesse personnelle qu'elle le lui rendrait quoi qu'il arrive. Le kidnappeur s'irrite en entendant tout cela et appelle Ushio, qui l'attrape par la gorge et lui verse de l'eau dessus sans y penser à deux fois. Pendant ce temps, Jiro et Mai lancent la mission de sauvetage et se fraient un chemin à travers un centre commercial. C'est alors qu'il tourne un coin et tombe directement sur deux gardes armés de fusils. Mais Jiro se place juste devant elle et neutralise les deux gardes d'un seul coup de pied fendu avant qu'ils ne puissent rien faire. Mais commence à penser qu'elle devrait rester en arrière et ne pas participer au reste de la mission. Mais Jiro se baisse et l'aide à se relever, lui disant clairement qu'il a besoin d'elle avec lui, ce qui lui donne suffisamment de confiance pour continuer. Pendant ce temps, Ushio continue de verser son ferrofluide sur Himekawa, mais le patron lui dit d'arrêter et d'aller s'occuper des intrus qui viennent d'entrer, alors Ushio part s'en occuper. De retour avec Jiro et Mai, alors qu'ils continuent d'avancer dans le navire, Jiro commence à répéter doucement les répliques qu'il prévoit d'utiliser avec Himekawa quand il arrivera enfin jusqu'à elle. C'est alors qu'il tombe sur un autre groupe de gardes bloquant leur chemin. Mais Jiro les maîtrise tous facilement grâce à ses arts martiaux, les neutralisant tranquillement tout en continuant à répéter ses phrases de drague à voix haute avec Mai entre deux coups. Ils entrent ensuite ensemble dans un ascenseur et descendent vers la zone inférieure. Au même moment, le patron vise Himekawa avec un fusil. Au début, elle pense qu'il va la tuer d'une manière peu glorieuse, mais ensuite il change d'avis et pointe le fusil sur le tableau. Il lui dit d'obéir à tout ce qu'il dit, sinon il détruira le tableau. Himekawa réalise immédiatement que c'est le même tableau qu'elle a promis de rendre à une petite fille. Elle ne peut pas permettre qu'il soit endommagé, alors elle accepte de suivre ses ordres sans résistance. Puis, soudain, les bras du patron sont arrachés par une force inconnue, et il devient extrêmement effrayé et se met à paniquer. Après cela, un être étrange apparaît du mur, se déplace dans son corps, et le brûle vif de l'intérieur. Cependant, cela ne se produit pas réellement dans la réalité. Ce n'est qu'une hallucination créée à cause du poison que Jiro lui avait administré précédemment. Jiro s'avance alors calmement et se présente à Himekawa. Il lui dit qu'il est le maître venu pour la sauver. Himekawa est choquée qu'un maître soit venu personnellement la sauver. Elle dit aussi rapidement à Jiro qu'elle n'a pas assez d'argent pour le payer pour ce travail, ce qui le prend complètement au dépourvu, car il n'avait pas prévu quoi dire ensuite après sa présentation. Juste après, Mai entre dans la pièce et commence à essayer d'enlever les chaînes qui retiennent Himekawa. Mais soudain, Ushio apparaît par derrière et attrape fermement Himekawa, arrêtant son mouvement. En réponse, Jiro s'injecte immédiatement un sérum d'augmentation qui multiplie ses capacités physiques plusieurs fois au-delà de sa limite normale.
Il se précipite alors vers Ushio, mais elle disparaît soudainement de la vue et réapparaît ailleurs, laissant Himekawa derrière elle dans la confusion. À cause de cela, Jiro jette rapidement Himekawa vers mais pour qu'elle puisse la garder en sécurité et hors de danger. Ushio attaque alors avec des points d'eau. La force de son attaque est si puissante qu'elle brise le sol sous eux et les fait tomber pour continuer à se battre à un niveau inférieur du bâtiment. Après cela, Ushio se précipite à nouveau vers Jiro, mais au lieu de continuer à attaquer immédiatement, elle s'excuse soudain de ne pas s'être présentée correctement plus tôt. Elle lui tend alors sa carte de visite. Elle sait déjà que Jiro est un maître du poison, et elle lui demande s'il veut régler la situation en privé plutôt que de se battre. Ushio explique qu'elle est aussi une maître de l'eau. Elle croit que si deux maîtres se battent sérieusement, les dégâts seront trop importants et dépasseront de loin ce pourquoi Jiro est payé pour ce travail. Pour cette raison, elle lui offre 10 fois le montant que son client avait promis à l'origine, s'il accepte de laisser tomber Himekawa et d'abandonner complètement la mission. Pendant ce temps, mais regarde tout ce qui se passe, et elle est complètement perdue face à la situation. À ce moment-là, la seringue d'augmentation de Jiro roule sur le sol vers elle. Elle remarque qu'il reste encore un peu de liquide à l'intérieur et tend la main pour la prendre. Mais Jiro lui crie soudain de ne pas y toucher. Ushio voit cette réaction et comprend immédiatement que la substance n'est pas un sérum normal, mais en réalité un poison très dangereux. Ushio explique alors que les maîtres héritent de lignées sanguines modifiées liées à leur capacité spéciale. Dans le cas des maîtres du poison, leur lignée sanguine renforce leur corps lorsqu'il est exposé à une dose létale de poison. Cependant, Jiro explique que ce n'est pas toute la vérité. Il ajoute que c'est aussi une malédiction qui force les maîtres du poison à achever leur cible avant que leur propre corps ne s'arrête complètement. Puisqu'Ushio est aussi une maître, Jiro suppose qu'elle doit aussi avoir une lignée sanguine modifiée, même si sa capacité à contrôler l'eau lui semble presque magique. Cependant, Ushio ne répond pas à cette hypothèse. Au lieu de cela, elle demande à nouveau à Jiro s'il est prêt à trouver un accord et à régler les choses pacifiquement. Quand Jiro refuse à nouveau, Ushio commence immédiatement à l'attaquer. Au début, le combat tourne en sa faveur, et elle le domine clairement. Mais Jiro change rapidement la situation en enduisant son gant de poison thermique, ce qui le fait exploser soudainement. Cette petite ouverture donne à Jiro la chance dont il a besoin, et il enchaîne rapidement avec une autre attaque qui envoie Ushio au sol. Alors qu'Ushio se relève lentement, elle est choquée et confuse de voir comment Jiro a réussi à la frapper 3 fois de suite exactement au même endroit avec une précision millimétrique. Jiro parle alors et dit qu'il fait tout cela pour Himekawa. Même s'ils sont des étrangers pour l'instant, il croit qu'elle pourrait devenir très importante pour lui à l'avenir. À cause de cela, il est prêt à risquer sa vie complètement sur cette possibilité, même si cela finit par le tuer. Ushio entend ce que dit Jiro, et cela lui fait penser qu'il est devenu mou. À cause de cela, elle libère immédiatement sa lignée sanguine modifiée des fouets infernaux et l'attaque en utilisant des jets d'eau à haute pression. Les attaques arrivent rapidement et avec une grande force, mais Jiro réussit à toutes les esquiver. Cependant, pendant l'échange, mais est touché par l'une des attaques, ce qui inquiète Jiro pour son état. Alors que le combat continue, Himekawa demande à mais si elle va bien et lui demande pourquoi elle va si loin. Mais répond que c'est simplement leur travail, et que leur priorité principale maintenant est de la mettre en sécurité. Elle dit à Himekawa d'arrêter de s'inquiéter pour elle et de s'enfuir pendant qu'elle le peut encore. Cependant, Himekawa refuse de partir. Elle n'est pas le genre de personne qui s'enfuit quand les choses deviennent dangereuses. Au lieu de cela, elle demande à mais comment elle peut aider, et alors qu'elles réfléchissent, elles remarquent toutes les deux la seringue de poison posée à proximité. Pendant ce temps, Jiro commence à être submergé par Ushio. Il a déjà utilisé toutes ses aiguilles et tous ses poisons, et sans eux, il ne peut pas vraiment riposter. En même temps, les attaques constantes d'Ushio rendent difficile pour lui de s'approcher assez pour lui faire face directement. Au milieu de la bataille, les pensées de Jiro dérivent vers son enfance. Il se souvient avoir été entraîné par le chef du clan du poison. Pendant cette période, on l'a averti que personne ne devait jamais apprendre l'existence de la lignée sanguine modifiée du clan du poison. Si quiconque devait la découvrir pour quelque raison que ce soit, il devait l'éliminer sans hésitation. Jiro sort de ce souvenir et se recentre sur le combat. Juste à ce moment-là, Himekawa s'écrase soudainement sur lui et lui présente la seringue de poison. Jiro lui rappelle qu'il est là pour la sauver et lui dit encore une fois de s'enfuir. Cependant, Himekawa refuse et dit qu'elle n'est pas quelqu'un qui veut être sauvée comme une princesse sans défense. À cause de cela, elle est prête à se battre et à l'aider à la place. Soudain, Ushio utilise ses tentacules d'hydre pour attraper Himekawa et l'éloigner. Elle se moque d'Himekawa pour avoir été assez stupide pour descendre et s'impliquer dans le combat. À ce moment-là, Jiro se lève et tient fermement la seringue dans sa main. Ushio reconnaît immédiatement ce que c'est et lui dit de la lâcher tout de suite. Jiro laisse tomber la seringue par terre. Dès qu'il fait cela, il se précipite vers Ushio à une vitesse incroyable. Pendant qu'il court, elle regarde la seringue et réalise qu'elle est vide. Cela lui fait comprendre que Jiro a déjà pris la dose de poison. Quand elle réalise cela, il est déjà trop tard.
Jiro s'approche et la frappe avec une aiguille empoisonnée directement dans le cou. L'attaque fait effet instantanément, et Ushio s'effondre sur place. Après cela, Jiro attrape Himikawa et la tient dans ses bras. Cependant, alors qu'il fait cela, il réalise soudain que ses mains sont dans la zone interdite au toucher. Cela le panique, et il lève rapidement les yeux vers Mei, demandant de l'aide. Peu après, Ushio se réveille et voit Jiro penché sur elle. Jiro explique calmement sa technique de l'eau et mentionne qu'il en a lu plusieurs fois dans la bibliothèque du clan du poison. Ushio est confuse car elle ne comprend pas pourquoi il a choisi de ne pas la tuer alors qu'il en avait clairement l'occasion. Jiro explique alors qu'il est venu ici pour récupérer Himikawa, pas pour la tuer. Maintenant qu'il l'a vaincue, il pense que c'est suffisant pour lui donner une leçon afin qu'elle ne l'importune plus. Quant à l'autre ravisseur, Jiro décide aussi de ne pas le tuer. Au lieu de cela, il le laisse partir avec un avertissement. Cette décision agace Ushio, et elle traite Jiro de mou pour les avoir épargnés. Jiro répond que si quelqu'un lui cherche encore des noises, il fera face à sa toxine des 1000 tourments, faisant clairement comprendre qu'il reste dangereux si on le pousse trop loin. Mais demande alors à Himikawa si cela lui convient, vu comment les choses ont tourné. Himikawa répond que cela lui va parce qu'elle ne prévoit pas de se faire capturer à nouveau de toute façon. Après cela, elle propose d'emmener Jiro et Mei. Ils sont tous les deux choqués et paniquent presque quand ils réalisent qu'ils vont monter sur le requin de compagnie d'Himikawa, Shamsuki, pour rentrer. Quelque temps plus tard, Himikawa rend visite à Aja et lui rend le tableau de sa mère. Aja et son père sont tous deux heureux et soulagés de le récupérer. En même temps, le fan club d'Himikawa regarde ce moment à travers une caméra et devient émotif, trouvant la scène très touchante. Pendant ce temps, Jiro se tient maladroitement dans un coin. Ne sachant pas quoi faire, Himikawa l'appelle parce qu'Aja veut le remercier personnellement. Jiro s'avance en traînant les pieds, et pendant qu'Aja le remercie, il commence à être ému. Himikawa remercie également Jiro de l'avoir sauvé. Elle admet que lorsqu'elle a entendu pour la première fois qu'il était un maître du poison, elle a supposé qu'il serait froid et sans cœur. Cependant, elle voit maintenant qu'il est différent, ce qui fait légèrement rougir Jiro. Mais prend alors la parole et dit à Jiro qu'elle n'a jamais eu l'occasion de le remercier correctement d'avoir payé le traitement de son frère. Elle lui montre des photos que son frère a envoyées, montrant ses progrès de rétablissement. Elle exprime sa gratitude pour ce que Jiro a fait, mais souligne que Jiro a eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes, même s'il ne s'en rend pas compte. Elle lui dit qu'il devrait accepter les éloges qu'il reçoit. En entendant tout cela, Jiro devient très émotif et s'éloigne silencieusement vers la salle de bain pour laisser tout sortir. Cependant, avant qu'il ne puisse y rester, le fan club d'Himikawa le rappelle pour discuter de son paiement pour le travail. À ce moment-là, Himikawa intervient et explique qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le payer pour ses services. Au lieu de cela, elle dit qu'elle est prête à offrir n'importe quoi d'autre comme compensation. En entendant cela, Jiro devient visiblement troublé, mais prend alors la parole et suggère que tous les trois aillent fêter ça. Plus tard dans la soirée, Jiro et Himikawa s'assoient ensemble maladroitement, attendant l'arrivée de Mei. Cependant, Mei décide intentionnellement de ne pas venir parce qu'elle veut laisser Jiro seul avec Himikawa et voir si une quelconque connexion ou étincelle peut se développer entre eux. Elle envoie un message à Jiro lui disant qu'elle ne pourra finalement pas venir et qu'il devra gérer les choses par lui-même. Quand Jiro lit le message, il panique presque en réalisant qu'il va se retrouver seul avec Himikawa pour toute la soirée. Himikawa emmène alors Jiro à une convention sur les requins. Il est très clair que ce genre d'événement n'est pas le style de Jiro, mais Himikawa s'amuse clairement et passe un bon moment. Après cela, il s'assoit pour dîner. Pendant ce temps, Mei les observe secrètement à distance. Cependant, elle réalise rapidement que Jiro a déjà compris qu'elle a organisé tout cela. Mei se souvient qu'elle avait dit à Jiro de toujours complimenter une fille sur ce qu'elle porte, mais au lieu de faire cela, Jiro fait remarquer maladroitement que le collier d'Himikawa ressemble à un vieux souvenir. Cela laisse Mei et Himikawa complètement sans voix. Jiro essaie ensuite plusieurs façons différentes d'entamer une conversation avec Himikawa, mais chaque tentative échoue et devient plus gênante que la précédente. Mei observe tout se dérouler et réalise que la situation se transforme en un véritable désastre. Elle décide qu'elle n'a pas d'autre choix que d'intervenir et d'aider. Elle connecte son téléphone à un moniteur à proximité et envoie des signaux à Jiro, le guidant sur ce qu'il doit dire. Elle l'encourage à engager une petite conversation en demandant à Himikawa son enfance. Le gérant du restaurant remarque ce que Mei fait et lui dit d'arrêter, mais elle le soudoyait rapidement pour qu'il reste silencieux et la laisse continuer. De retour à table, Himikawa remarque que Jiro a à peine touché à sa nourriture et l'interroge à ce sujet. Jiro explique que parce qu'il a été entraîné dès son plus jeune âge pour devenir un maître du poison, il ne peut pas manger sans danger des aliments qu'il n'a pas préparés lui-même. Il dit que depuis qu'il est enfant, il a toujours cuisiné ses propres repas et mangé seul. Himikawa dit qu'elle comprend ce sentiment dans une certaine mesure. Elle explique qu'elle a également été seule pendant la majeure partie de son enfance. Elle n'avait pas de famille et n'avait pas d'amis à l'orphelinat où elle a grandi. Un jour, un homme riche proche de la mort a décidé de l'adopter. Cependant,
Ce n'était pas parce qu'il tenait à elle personnellement, mais parce qu'il a réalisé qu'il n'avait personne pour hériter de sa richesse et de son héritage et qu'il a eu peur. À cause de cela, elle a fini par hériter du nom Himikawa et d'une grande fortune. Elle explique qu'elle aurait pu vivre toute sa vie sans jamais avoir besoin de travailler. Cependant, un jour, elle a découvert une grande collection de belles œuvres d'art cachées dans son manoir. Quand elle a enquêté plus loin, elle a découvert que ces œuvres avaient été obtenues illégalement. Elle finit par rendre toutes les œuvres d'art à leurs propriétaires légitimes. Et cela lui coûte une grande partie de la fortune des Himikawa, la laissant ruinée. À cause de cela, elle doit maintenant travailler à temps partiel 5 jours par semaine juste pour survivre. Après avoir entendu cela, Jiro repense à ce qu'il a ressenti quand les gens l'ont remercié plus tôt. Il réalise qu'Himikawa a fait ce genre de choses toute sa vie. À cause de cela, il lui dit qu'elle est vraiment cool pour ce qu'elle a fait. En entendant cela, Himikawa commence à pleurer un peu en le regardant, car c'est la première fois que quelqu'un lui fait ce genre de compliment. L'atmosphère entre eux devient plus sérieuse, et Mei fait signe à Jiro, l'encourageant à aller de l'avant et à demander à Himikawa d'être sa petite amie. Jiro rassemble son courage, mais au lieu de lui demander de sortir avec lui, il lui demande d'être son ami. Cela surprend à la fois Himikawa et Mei. Himikawa rit un peu et dit qu'elle a vraiment cru qu'il allait l'inviter à sortir. Jiro admet qu'il le voulait, mais explique qu'ils ne se connaissent pas vraiment encore. Il dit que même s'il a peut-être fait bonne impression plus tôt, il y a des parties sombres de lui-même dont il n'est pas fier et qu'il ne veut pas cacher éternellement. Il regarde Himikawa sérieusement et lui dit qu'il veut qu'elle apprenne à connaître qui il est vraiment. Il dit que si elle peut l'accepter pleinement après cela, alors il l'invitera correctement à sortir. Il croit que c'est la première étape vers le type de mariage et d'avenir qu'il souhaite. Mais observe tout cela et reste complètement sans voix devant ce qui s'est passé. Himikawa comprend ce que Jiro veut dire. Elle accepte que commencer comme amie lui convient. Cependant, elle lui dit aussi que gagner son cœur ne sera pas facile. Après cela, ils échangent leurs numéros, et Jiro la raccompagne jusqu'à sa voiture. Avant qu'Himikawa ne monte dans la voiture, elle mentionne que puisqu'il ne peut pas manger la nourriture préparée par d'autres, elle espère que la prochaine fois, il préparera le déjeuner pour eux. Alors qu'il se tient là, Mei apparaît soudainement derrière lui et lui dit qu'on lui a assigné un nouveau travail en tant que garde du corps pour la fille unique d'un puissant PDG. Jiro réagit immédiatement et recule, pensant qu'accepter ce travail serait comme tromper Himikawa. Mais le corrige et explique que ce n'est pas de la tromperie parce que lui et Himikawa ne sont que des amis pour le moment. Elle ajoute également que rencontrer plus de gens, surtout différents types de filles, l'aidera à acquérir plus d'expérience et à mieux comprendre les relations. Jiro voit la logique là-dedans, alors il finit par accepter. C'était l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la vidéo suivante sur